Super. La présentation que je vais faire, elle est un petit peu dans le prolongement de celle que j'ai faite l'an dernier, qui parlait de histoire féministe de la technique et du libre. Donc je vous préviens, ça va mixer pas mal de choses. Faut pas paniquer, je vous ai mis le plan. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu où on va. Et s'il y a des trucs qui vont trop vite, pas pratique ça. Vous pourrez retrouver donc le texte de la conférence, sans doute encore complété et enrichi sur mon site. Voilà, j'ai mis le lien dans les références que vous aurez tout à la fin. Allez les retardataires, c'est parti. Donc au départ, le web, la toile, c'est des ordinateurs qui s'interconnectent. Et au départ, les ordinateurs, la toute première conception qu'on a pu en avoir, a été inspirée des métiers à tisser. À gauche, je vous ai mis le métier à tisser de jacquard, dont l'une des spécificités est l'utilisation de cartes perforées. Les cartes perforées ont fait leur apparition au XVIIIe siècle. Ils font partie des premiers systèmes de mémoire de grande capacité, non volatile, qui peut être lue et écrite. C'est l'équivalent de nos disques durs, SSD, mémoire flash actuelle, avec une capacité tout de même moindre. Et donc c'est de ce métier à tisser, avec ces cartes perforées, qui date de 1801, dont Charles Babbage s'est inspiré pour imaginer sa machine analytique dans les années 1840. Donc il en a produit que des parties, donc vous pouvez voir ici une image sur la slide. La machine elle-même aurait sans doute occupé la place d'une grosse locomotive. Donc c'est cette machine qui n'a jamais été complètement construite, que l'on considère comme l'ancêtre de l'ordinateur et qui est parvenue à la postérité tout particulièrement grâce au travail remarquable d'Ada Lovelace. Ada, passionnée par les travaux de Babbage, a commencé par produire une traduction améliorée d'un article qui faisait la description détaillée de la machine, qui avait été écrit en français par un jeune mathématicien italien, Menabrea. À l'époque, l'Italie accueillait les travaux de Babbage avec beaucoup plus d'intérêt que l'Angleterre, raison pour laquelle Babbage était allé présenter sa machine là-bas, dans l'espoir que la publicité obtenue éveille l'intérêt de ses compatriotes. Il a donc été ravi et pour le moins impressionné par le travail de traduction d'Ada, et il l'a poussé à rédiger des notes pour compléter l'ensemble. C'est dans la dernière note, la note G, qu'Ada a écrit ce que l'on considère comme le tout premier vrai programme informatique, sur une machine qui n'existait donc même pas. C'est pour cela qu'Ada est reconnue, parce que c'était la première. C'est ce genre de choses qu'on met en avant. Ce qu'elle a dit de passionnant ailleurs que dans la fameuse note G est beaucoup plus rarement mis en avant. Je vous ai mis ici une citation d'Ada qui provient de la note A, où les liens entre machine analytique et métier à tisser apparaissent clairement. Ça dit la machine analytique tisse des motifs algébriques, comme le métier à tisser de jacquard tisse des fleurs et des feuilles. Et en dessous, je vous ai mis une citation d'une chercheuse en 2024 qui rappelle que les premières formes de mémoire vive furent tissées à la main. Elle fait référence aux core memories, qui furent la forme dominante de mémoire vive des ordinateurs de 1955 à 1975 et dont il fallait littéralement tisser les fils à la main. Cette chercheuse a écrit d'ailleurs un très chouette article le mois dernier que je conseille à tous les informaticiens qui ne comprennent pas ce que le féminisme peut apporter en recherche informatique ou plus généralement en recherche scientifique. Si je vous mets ces citations, c'est aussi pour souligner le pouvoir des mots et des associations d'idées. On ne va pas évoquer le même type de monde en parlant de métier à tisser ou d'engrenage, en pensant les membres d'une organisation comme de simples rouages ou comme des fils constituant un réseau. Ça me fait penser à un conseil qu'on m'a donné. Fais un résumé de ta conf en un seul paragraphe, ça te permettra de vérifier si les principales idées sont clairement définies et si elles s'enchaînent bien entre elles. S'enchaînent. Si j'avais pas envie que mes idées s'enchaînent, si j'avais plutôt envie de tisser
plusieurs fils à la fois. Les machines que je vous ai montrées sont le fruit de ce que l'on a appelé la révolution industrielle. Vers 1775-79, ce sont d'abord les spinning mules, les mules à filer, trop encombrantes pour être utilisées chez soi, qui déplacent le travail vers les manufactures. En 1785, c'est le métier à tisser mécanique, entraîné par une machine à vapeur. La machine à vapeur de James Watt a, elle, été conçue en 1769. Avec la vapeur, ce sont aussi les premières locomotives qui voient le jour. Peu à peu se tisse la toile des voies ferrées, et parallèlement celle du télégraphe électrique, inventé dans les années 1840, à peu près au même moment où Ada écrit le premier programme informatique. Le télégraphe permet de sécuriser les voyages en train et d'assurer la fluidité du trafic. C'est l'invention du télégraphe qui est à l'origine du véritable boom ferroviaire des années 40. C'est également le télégraphe qui a permis la synchronisation des horloges et avec elle l'uniformisation du temps à l'échelle d'un pays. Je vous ai mis à gauche la carte des câbles sous-marins du télégraphe en 1901 et à droite celle des câbles Internet en 2024. On constate qu'il s'agit bien de la même toile, elle s'est juste un petit peu étendue. Alors cette révolution industrielle ne s'est pas faite sans heurts. On va parler ici essentiellement des tisserands, mais bien sûr il y a eu des révoltes dans d'autres corps de métier, en particulier la paysannerie, lorsque les travailleuses ont été confrontées aux premières moissonneuses mécaniques. Et c'était parfois les mêmes personnes. Une femme de l'époque pouvait très bien travailler au champ l'été et tisser l'hiver. Le terme luddite vient de Ned Ludd, un ouvrier légendaire qui aurait été le chef, le général Ludd, ayant organisé la logistique des insurrections luddites dans les années 1810. On connaît les luddites sous le surnom de briseurs de machines, comme leurs collègues les canuts de Lyon 2 décennies plus tard. On les associe souvent à une image de réactionnaires, anti-progrès, de véritables amiches, comme diraient certains pénibles. Oui. Un peu plus loin, comme ça. Ah, pardon. Ça va mieux, là, comme ça? Merci. Donc, désolé pour ça. Donc, on les associe souvent à une image réactionnaire, des amiches, alors qu'en fait non, les luddites étaient principalement des artisans tisserands qui ne se sont pas révoltés contre les machines elles-mêmes, mais contre la perte de leurs privilèges. Les artisans ont vu leur niveau et leur qualité de vie se détériorer radicalement en quelques dizaines d'années, étant mis en concurrence avec des machines qui pouvaient être opérées par des populations non qualifiées, des enfants orphelins et des femmes. La révolte a eu lieu relativement tard, en 1811. Les premières machines étaient arrivées depuis déjà un bon bout de temps. Ce n'est que lorsque la situation s'est avérée vraiment désespérée que les gens ont eu recours à la violence en brisant les machines. Et encore, ce n'était pas vraiment de la violence, ils ne s'attaquaient qu'aux machines, alors qu'en face, on n'hésitait pas à tuer. Ce n'est que sur la fin qu'ils ont fini par tuer, eux aussi, avant d'être laminés par les forces déployées en face. Le monopole de la violence par l'État ou par les puissants ne date pas d'hier. Avant de briser les machines, ils avaient tenté pas mal d'autres voies, en proposant des réglementations qui n'ont malheureusement pas été acceptées dû au lobbying des premiers industriels. Ceux-ci ont littéralement forcé le changement. Ceux de leurs collègues qui n'achetaient pas de machines se retrouvaient en faillite, le tout sur fond de guerre napoléonienne et de ruine de l'État. Il fallait se développer coûte que coûte, concurrencer les pays voisins, être compétitif. C'est au luddite que Byron, poète pas encore superstar à l'époque, mais en voie de l'être, futur géniteur d'Ada Lovelace, consacrera son premier discours à la Chambre des Lords en 1812. Il s'agissait de débattre sur le Frame Breaking Act, qui prévoyait que le sabotage de machines soit passible de la peine de mort. Alors, on retrouve toute proportion gardée ces deux types de voies, bris de machines et actions légalistes, dans les années 1980, face à l'arrivée de la seconde grande révolution de l'ère capitaliste, la révolution numérique.
À gauche, le clodo, ou comité liquidant ou détournant les ordinateurs. Mouvement néoludite du début des années 80, on n'a jamais su vraiment qui c'était, et pourtant, elles ont commis des actions particulièrement frappantes du côté de Toulouse. Si vous ne connaissez pas du tout, il y a une page Wikipédia à leur sujet, et également un super documentaire, Machines in Flames, qui date de 2022. Le but du groupe était la destruction de moyens informatiques qu'ils considéraient comme des instruments de répression et de contrôle. Et oui, il y a quelques Amish qui avaient déjà compris ça dans les années 80. À noter à propos des Amish, ce ne sont pas des gens anti-techniques. Ils veulent juste contrôler quelles techniques ils utilisent. Certains acceptent, d'autres rejettent le téléphone ou Internet, par exemple. Et concernant le clodo, comme pour les Ludites, leur destruction était extrêmement ciblée et visait essentiellement des machines qu'elles estimaient critiques en termes de répression ou de contrôle. À droite, je vous ai mis les libristes, plutôt des légalistes dans l'ensemble. Le projet GNU naît vers 1984-85, en même temps que le premier Macintosh. L'idée était non pas de briser, mais de reprendre le contrôle des machines, en l'occurrence des ordinateurs. Ça a commencé par une imprimante qui ne fonctionnait pas comme M. Stallman aurait voulu qu'elle fonctionne. Spoiler, les imprimantes 2D ne fonctionnent toujours pas comme on voudrait qu'elles fonctionnent. Mais ce qui était au départ un problème d'informaticien blanc, barbu, universitaire, est devenu en 2 décennies un problème commun, un problème mondial. Comme autrefois, la révolution industrielle, la révolution numérique est en train de restructurer en profondeur la société. Alors, c'est censément une image de Nadlude, en habit de femme, comme c'est étrange. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi, et pourtant j'ai lu tout un ouvrage très intéressant sur les Ludites. Ce qui est clair, c'est que les femmes ont été impactées bien avant les hommes. Les populations fragilisées, dominées, sont toujours impactées avant les autres. Les hommes ne se sont pas révoltés quand les femmes ont perdu leur taf suite à l'arrivée des premières machines trop grosses et trop lourdes pour être opérées à la maison. Ils ne se sont révoltés que plus tard, lorsque eux-mêmes ont perdu leur taf et que leurs jobs ont été donnés à des populations plus précarisées, dont des femmes. Lorsqu'il y a eu des famines, ce sont les femmes qui sont mortes en plus grand nombre. Je me souviens d'un passage qui m'a frappé dans le livre sur les Ludites. Ça a parlé d'un gars qui n'avait pas réussi à trouver du travail depuis 1 mois et il n'avait pas pu acheter de pain. Sa femme, une pauvre et délicate créature, était morte de faim. Et je me suis dit, mais pourquoi elle est morte et pas lui? Pourquoi lui, il est à cause de ça avec son pote? Parce qu'il était normal à l'époque pour une femme de se priver et de manger après ses gosses et son mari. Alors forcément, elles étaient un peu faiblardes, les nanas en cas de disette. Et pourtant, elles aussi, elles se sont révoltées. Et dans les révoltes, les femmes, on les mentionne rarement. Ça fait toujours un peu peur, les révoltes de femmes. Il y en a qui ont fait quelques bruits, comme la marche des femmes sur Versailles. Mais on n'en parle que lorsqu'il s'agit de révoltes où la proportion de femmes est vraiment imposante. Sinon, le neutre étant le masculin, on les noie dans la masse. J'aime donc imaginer qu'il y en avait pas mal des meufs parmi les Ludites. Et pas seulement pour la baston. C'est prouvé, il y en avait puisque certaines ont été tuées. Mais aussi pour la logistique, la résistance à l'arrière du front. Parce que les Ludites, il fallait bien qu'ils bouffent et qu'on les soigne, qu'on les protège, voire qu'on les cache lorsqu'ils revenaient blessés. Note en passant, il y a eu extrêmement peu de dénonciations. Tout le monde se serrait vraiment les coudes. Merci aux meufs. Alors, parlons des femmes. Ça va vous paraître une digression un peu bizarre, mais ce fil-là est important également. Je vous présente à gauche Mary Wollstonecraft, mère de Mary Shelley. Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, dont on reparlera bientôt. Et à droite, Anne Isabella Milbank, femme de Byron et mère d'Ada Lovelace. Le laps de temps occupé par leur vie mise bout à bout correspond en gros au boom de la révolution industrielle en Angleterre. À contempler leur portrait, on voit tout de suite qu'elles n'étaient pas issues de la même classe sociale. À gauche, donc, Mary Wollstonecraft, née en 1759, elle a vécu les débuts de la révolution industrielle. Parmi les premières féministes, elle a œuvré pour l'éducation des filles et a vécu de sa plume, ce qui était extrêmement rare à l'époque pour une femme.
Elle devient célèbre avec sa défense des droits des hommes, écrite en 1790, en réponse à une critique de la Révolution française. Cette défense a été au début publiée anonymement. On ne pouvait pas donc savoir que ça avait été écrit par une femme. Évidemment, quand on l'a appris, les critiques commencèrent à pleuvoir. De quel droit une femme s'occupait-elle des droits des hommes? Alors, 2 ans plus tard, elle a écrit une défense des droits de la femme. Peu après, en 1793, elle se rend en France. Elle y fréquente, entre autres, Condorcet, qui la recrute pour aider la Convention nationale à rédiger un plan pour l'éducation des femmes. Tombée amoureuse d'un connard, elle donne naissance à une première fille. Elle accouche debout, sans assistance médicale, s'étant renseignée sur les techniques pour que cela se passe le mieux possible. En 1794, elle publie une histoire de la Révolution française. Puis, pour rendre service à son connard, elle se rend seule avec sa toute petite fille en Suède, en Norvège et au Danemark, d'où elle écrit 25 lettres. Publiées en 1796, elles exerceront une influence certaine sur les poètes romantiques. Rentrée à Londres en 1795, elle tente d'abord de se suicider à cause de son connard, puis reprend ses activités littéraires et se lie à William Godwin, dont elle finit par tomber enceinte, ce qui les pousse à se marier. Ils étaient tous deux contre le mariage au départ. Elle meurt 10 jours après avoir enfanté, en septembre 1797, à cause d'un médecin qui ne s'était pas lavé les mains. Aussitôt après sa mort, devinez quoi? Godwin, alors qu'il ne la connaissait vraiment que depuis assez peu de temps, s'empresse de publier une biographie qui s'attarde énormément sur les aventures amoureuses de Marie, beaucoup moins sur son œuvre littéraire et philosophique. Cette biographie sonnera le glas de la réputation de Marie et conduira à son oubli rapide, sauf au sein d'un petit cercle dont fera partie sa fille. Marie Godwin, bientôt Marie Shelley, n'aura de cesse toute sa vie de lire et relire l'œuvre de sa mère. Et cette œuvre a également beaucoup influencé son compagnon, puis mari, le poète romantique Percy Bysshe Shelley. Godwin, lui, après avoir apparemment, sans penser à mal, détruit la réputation de sa femme, a rejeté sa fille lorsque celle-ci a choisi de vivre, au départ hors mariage, avec son poète Percy Bysshe. Ce qui n'a pas empêché Godwin de continuer à quémander régulièrement de l'argent à Percy Bysshe. Et ça se prétend anarchiste. A contrario, Marie Shelley, lorsque son mari de poète mourra, consacrera le restant de sa vie à soigner la réputation et promouvoir l'œuvre du poète. À droite, Anne Isabella Milbank, née en 1792, soit 5 ans avant la naissance donc, de Marie Shelley et la mort de sa mère. Comme Mary Wollstonecraft, elle s'est beaucoup intéressée à l'éducation. Devenue extrêmement riche suite à un héritage, Byron s'était d'ailleurs marié à elle en grande partie pour des raisons d'argent. Elle a fondé plusieurs écoles. Elle a également beaucoup investi dans des projets innovants comme le chemin de fer ou le télégraphe, même si pas dans la machine de Babbage, malgré l'enthousiasme de sa fille. Comme Marie Shelley, Anne Isabella a consacré une bonne partie de sa vie à préserver la réputation et l'œuvre de son poète de mari. Mais comme Mary Wollstonecraft, quand elle est morte, on s'est empressé de ternir sa réputation, de la dépeindre comme la mégère jalouse qui aurait obligé Byron à s'exiler. Byron en est ressorti blanc comme neige, un vrai Saint-Nitouche. Sans Anne Isabella Milbank, il n'y aurait pas eu d'Ada Lovelace. C'est elle qui a fait son éducation, a éveillé son intérêt pour les mathématiques. Elle était elle-même férue de mathématiques. Byron l'appelait sa princesse des parallélogrammes. C'est elle qui a veillé à assurer à Ada des tutrices et tuteurs de premier plan. Ada n'a en fait jamais connu son père, sa mère ayant dit bye-bye à Byron peu après sa naissance. Mais quand on parle d'Ada, la seule chose qu'on précise en général, en dehors du fait qu'elle a écrit le tout premier programme informatique, c'est que c'est la fille de Byron. Ada, elle aussi, a été oubliée par l'histoire et n'a été redécouverte qu'une centaine d'années plus tard, lorsqu'on a commencé à comprendre ce qu'elle avait réussi à faire. Ada Lovelace est morte 1 an après Mary Shelley. Mais il semble que les 2 femmes, qui ont pourtant toutes 2 beaucoup vécu à Londres et menaient toutes 2 une vie intellectuelle intense, ne se soient rencontrées. En tout cas, l'histoire n'en a rien retenu. Je trouve ça assez fou. Ada a-t-elle lu Frankenstein? Elle qui était friande d'expérience autour de l'électricité, de mesmérisme, a-t-elle pu passer à côté de ce livre? Ou au contraire, a-t-il pu l'influencer? Mary Shelley a écrit
Frankenstein en 1816, l'année qui a suivi la naissance d'Ada. Et l'ouvrage a connu un succès immédiat. Ada n'a pas pu ne pas en entendre parler à un moment ou à un autre. Ada, qui a été élevée dans l'ombre, mais aussi le culte de son père, Byron, n'a pas pu ne pas être au courant de l'histoire autour de la création de Frankenstein. Ignorer que cette année 1816, année sans véritable été suite à l'éruption d'un volcan à l'autre bout de la planète un an plus tôt, Mary Godwin, pas encore Mary Shelley, faisait partie de la compagnie de Byron. Percy Bysshe avait loué une villa proche de celle de Byron, au bord du lac Léman, à l'opposé du grand hôtel prisé par les touristes anglais qui les observaient de la longue vue, prêtée par le gérant de l'hôtel. Parce que le petit groupe faisait scandale à l'époque. 2 femmes enceintes, non mariées, pour 3 mecs, dont au moins un, Byron, était bi et déjà célèbre pour ses frasques. C'est suite à un concours d'histoire de monstres et de vampires, lancé par Byron pour tenter de se distraire du temps pourri, que Mary a eu l'idée de Frankenstein et en a écrit le premier jet. Percy Bysshe a ensuite encouragé Mary à approfondir son texte et à le publier, ce qui n'est pas si courant pour un mec, surtout de cette époque. Sans doute, sa lecture intensive des écrits féministes de Mary Wollstonecraft n'y est-elle pas pour rien. Sans ces écrits, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de publication de Frankenstein. Frankenstein, c'est avant tout un apprenti sorcier, un inventeur assez imbu de lui-même, qui n'assume pas avoir créé un être moche. Il avait pourtant assemblé les parties avec soin, mais comme on sait, le tout n'est pas la somme des parties, et une fois animé, l'ensemble se révéla particulièrement horrible. Alors notre grand inventeur se barra. Oui, juste comme ça, il se barre. Il abandonne sa créature dans son labo, et évidemment, quand il revient, elle n'y est plus. Et c'est avec le monstre que l'on sympathise. L'inventeur est vraiment trop stupide et méchant, alors que le monstre fait ce qu'il peut pour essayer de comprendre le monde dans lequel on a fait l'être. Ce n'est qu'après, rejeté, qu'il commence à se venger. Et on ne peut pas vraiment lui donner tort. Frankenstein fait vraiment tout pour se faire détester. On peut se demander si quelque part Frankenstein, ce n'est pas un peu Godwin qui venait de rejeter Mary, sa fille unique, dont il avait tant pris soin auparavant. Le sous-titre de Frankenstein est le Prométhée moderne. Que vient-on faire Prométhée dans cette histoire? Prométhée, ce n'est pas un homme. Enfin, quelque part, si, on comprend bien que c'est un mec, mais ce n'est pas un humain. C'est un titan. Et il a créé les hommes. Pas les femmes, hein. Les hommes, les vrais, les mecs. Et il s'est fait engueuler par Zeus lorsqu'il leur a donné malgré tout le feu, symbole de la technique, à ces hommes, alors qu'entre-temps, ils avaient manqué de respect à Zeus. Le Prométhée de Mary, Frankenstein, crée bien lui aussi quelque chose qui a l'apparence d'un homme. Plus loin dans le bouquin, le monstre lui demandera même une compagne, une meuf. Et Frankenstein décidera que non, ce serait trop dangereux. À l'opposé, Zeus, pour se venger de Prométhée et de ses créatures irrespectueuses, les hommes, créera la première femme. Ce sera Pandore. Fabriquée par Héphaïstos, animée puis formée par Athéna, déesse des techniques mais aussi de la guerre, les deux vont souvent bien ensemble. Athéna a appris à Pandore, entre autres choses, l'art du tissage. Frankenstein se fait punir comme Prométhée pour avoir donné le feu, insufflé la vie à sa créature. Punir, mais pas vraiment par Dieu, par lui-même en fait, par sa propre connerie. Frankenstein a créé une créature à son image, mais c'est un peu à l'opposé des titans et des hommes. Sa créature est plus forte que lui, physiquement, mais aussi intellectuellement et moralement. Et ça, c'est très différent de d'habitude. Normal, ça a été écrit par une meuf. Le Prométhée de Percy Bysshe, lui, est beaucoup plus classique. Achevé quelques années après le Frankenstein de Mary, il s'agit d'une pièce en verre, pas vraiment faite pour être jouée, qui s'inspire du Prométhée d'Eschyle. Le Prométhée de Shelley est un révolutionnaire. Oui, on retrouve à nouveau l'influence de Mary Wollstonecraft. Un révolutionnaire qui défie puis vainc Zeus, simplement en lui pardonnant, comme Jésus. Et tout se finit bien, à la fin, en anarchie. Je trouve la différence entre ces deux points de vue absolument frappante, sachant que les deux ouvrages ont été écrits par deux personnes qui échangeaient au quotidien, Mary et Percy Bysshe Shelley,
qui avaient les mêmes lectures et les mêmes références. Ça résume parfaitement l'ambivalence qu'on peut avoir lorsqu'on a une affinité plutôt de gauche, comme les Shelley, avec la technique. D'une part, la peur qu'elle nous échappe, d'autre part, l'aspiration quasi mystique qu'elle nous libère. L'interprétation du réseau Internet comme un outil libérateur, anar, c'est la vision de Shelley-Percy-Bysshe. Le monstre de Frankenstein, c'est la technique qui échappe à un créateur trop stupide pour réfléchir aux conséquences de ses actes. De nos jours, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'intelligence artificielle. Alors, l'idée d'IA ne date pas d'hier. Je vous ai mis ces citations d'Ada juste parce que ça m'a fait rire de lire ce passage de Wikipédia qui semble avoir complètement oublié ce qu'elle disait plus de 100 ans auparavant. En français, ça donne approximativement « la machine de Babbage peut arranger et combiner les nombres comme s'il s'agissait de lettres ou de tout autre symbole ». Et elle pourrait bien sortir ses résultats en notation algébrique si des dispositions étaient prises en conséquence. Et aussi, j'espère, léguer aux générations futures un calcul du système nerveux. Je vous laisse lire l'extrait de Wikipédia. C'est aussi ça le problème quand on retire les meufs du paysage, on se prive de leurs idées et il faut parfois longtemps pour que d'autres les aient à leur tour. Enfin, les aient. À l'époque, les travaux d'Ada avaient déjà été ressortis des oubliettes. Il se pourrait donc bien que ce soit les idées d'Ada qui aient inspiré ce petit nombre de scientifiques. Mais revenons à nos moutons électriques. La première image de l'IA qu'on a, c'est souvent celle-là, Terminator. Des machines créées par nous, devenues intelligentes, qui échappent à notre contrôle et cherchent désormais à nous tuer. Des monstres de Frankenstein. Sauf que si on s'intéresse un petit peu à la question, on est encore très loin de cette IA-là. C'est même pas sûr qu'elle soit réaliste. Déjà, ça supposerait que l'intelligence, la conscience soit une propriété émergente de la matière. Deuxièmement, qu'il soit possible de la faire émerger à partir d'un matériel qui a la structure, en gros, d'un réseau neuronal multicouche numérique. C'est super fort de penser que ça suffit un réseau de pseudo-neurones pour générer une intelligence semblable à un autre. C'est sous-entendre que le corps, les interactions avec l'environnement et la société, tout cet intérieur-extérieur qui nous constitue, nous modifie en permanence, à chaque instant, virus, bactéries, substances diverses et variées, produites ou ingérées, sont soit négligeables dans le process, soit peuvent être remplacés par de simples interactions numériques. Supposer que l'intelligence est calculable, simulable, c'est supposer que tout ce qui nous entoure et constitue est calculable, simulable. À moins de prétendre donner naissance à une intelligence fondamentalement différente de la nôtre. En attendant, les machines que l'on nous présente, que l'on nous vend, en tant qu'intelligence artificielle, ne sont encore que de simples machines. Ce sont juste des machines entraînées, optimisées pour devenir plus efficaces que nous sur un certain type de tâches et à condition de ne pas trop sortir du type de situation, de modèle, de cadre de pensée sur la base desquels elles ont été entraînées. Et on a fait effectivement de gros progrès dans ce domaine de l'IA spécialisé, progrès qui suivent en gros la courbe des progrès en puissance de calcul et en capacité de stockage de nos outils numériques. Mais ce n'est pas ce type d'intelligence, entre guillemets, qu'invoque, car c'est vraiment de l'ordre de l'invocation, la pensée Terminator. Oui, parce que ce sont en particulier ceux qui veulent nous vendre littéralement l'IA qui alimentent cette pensée. Parce que vous comprenez, ce Terminator, monstre de Frankenstein, s'il advient, c'est bien la preuve qu'on aura réussi à créer un être, qu'on sera les nouveaux Prométhée modernes, qu'on aura gagné en quelque sorte, gagné donc perdu. C'est un peu fou de penser qu'on œuvre pour créer un monstre qui va nous échapper, non? À moins que on nous fasse croire que la singularité est proche, que l'IA générale est pour demain, juste pour obtenir des financements. Parce que si l'IA est pour demain, autant que ce soit nous, États-Uniens, Chinois, Russes, Français, non, je rigole, qui en disposions en premier, que ce soit nous qui en soyons les maîtres, parce que nous, évidemment, on saurait la maîtriser, la commander, la contrôler, cette super intelligence qui nous dépasserait. Donc, il faut financer des nouveaux data centers, quitte à relancer quelques centrales nucléaires. Alors l'IA, pour l'instant, elle est loin de correspondre à nos fantasmes.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines implications intéressantes, voire utiles, même s'il y a encore beaucoup de soucis, de biais divers et variés, d'hallucinations, de problèmes de stabilité, de résultats. Mais ça, ce n'est pas vraiment de l'IA intelligente. Ou alors, il faut redéfinir le terme intelligent. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend plus ce que ça fait ou comment ça le fait que c'est intelligent. Et puis, on a tendance à utiliser l'IA pour des choses pour lesquelles elle n'a pas été prévue. ChatGPT, c'est fait pour compléter un texte de la façon la plus probable possible, pas pour répondre correctement à des questions ou pour écrire du code correct. Le souci, c'est que c'est en revanche optimisé pour ressembler à une réponse ou à du code correct, et que ça nécessite d'autant plus d'énergie à débunker. Mais un jour, me direz-vous, cela sera également optimisé pour ça. Ce sera optimisé pour tout, ça nous dépassera sur toutes les tâches imaginables. Ce serait prendre pour acquis 2-3 petites choses pas évidentes du tout, à commencer par l'existence d'une solution optimale globale, qui serait également optimale pour chaque tâche prise séparément. Remarque en passant, si le vivant est si adaptable et robuste, c'est précisément parce qu'il ne fonctionne pas de manière optimale. Autre chose, l'IA est nourrie de nos données. L'IA justifie en quelque sorte qu'on récupère nos données. Il faut bien nourrir l'IA. Sans données, l'IA n'est pas grand-chose. C'est bien pour ça qu'il faudrait aussi avoir accès librement aux données si on veut s'approcher de ce qui serait une IA open source. Le code n'est pas grand-chose en fait dans ce qui constitue l'IA. Sans accès à ces données et sans la puissance de stockage et de calcul associée pour entraîner l'IA, nous ne pourrons absolument pas contrôler ce que fait réellement l'IA. En revanche, l'IA sert à perfectionner, automatiser les systèmes de surveillance pour nous contrôler, nous. Le I dans AI est aussi le même que dans CIA. L'intelligence artificielle est à présent utilisée dans les armes pour combattre, massacrer des populations. Il ne faut pas se leurrer, la première raison des nouvelles techniques est souvent leur intérêt policier ou militaire. On n'investirait pas autant dans l'IA ou le nucléaire si ce n'était pour cette raison précise. Je bois un coup. The moon has moved. La Lune a bougé. C'est ce que Brad Smith, président de Microsoft, a osé sortir en 2024 pour justifier que oui, bon, certes, en 2020, il avait dit qu'en 2030, Microsoft serait non seulement carbone neutral, mais même carbone négative. C'était le fameux carbone moonshot, l'objectif Lune. Mais vous comprenez, avec l'IA, tout a été bouleversé. Maintenant, la Lune se situe vachement plus loin. Parce que l'IA, ça demande beaucoup d'énergie pour fonctionner. Pour moi, le danger lié à l'IA, c'est peut-être avant toute autre chose, c'est cela, la quantité littéralement monstre d'énergie que cette technique réclame. Et quand je dis énergie, je ne pense pas uniquement à l'énergie d'utilisation, mais aussi de fonctionnement, d'extraction, de fabrication, à tout l'extractivisme lié à l'infrastructure, au matériel que nécessite l'IA. Et même si la bulle de l'IA éclate, même si nous retombons dans un nouvel hiver, peut-être précisément parce qu'il n'y aura plus assez d'énergie pour ces conneries, les infrastructures liées à l'IA resteront, les data centers resteront. Les centrales nucléaires, allumées ou rallumées, ne seront pas rééteintes. Et tant qu'il restera des capitalistes aux manettes, ils feront tout pour obtenir un retour sur investissement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. La technologie, c'est le discours sur la technique, et ce discours a une certaine logique. Le progrès, c'est le bien. Il faut progresser, aller de l'avant, croître, toujours plus haut, toujours plus loin. On n'arrête pas le progrès. Et le progrès, c'est forcément un progrès technique. On ne parle pas ici de retraite à 42 ans, de semaine de 3 jours, de sécurité sociale, de l'alimentation ou de salaire à vie. Le progrès, c'est la fusion nucléaire, l'IA et aller sur Mars. La décroissance, c'est pour les Amish et aussi les droits du peuple. Le discours sur la technique, j'en ai parlé dans ma précédente conf, c'est aussi quel type de technique on met en avant. Les armes ou le panier, les techniques de mort ou les techniques conviviales. Spoiler, en patriarcat, c'est rarement le panier. Même si souvent on nous vend des armes pour des paniers. La vidéosurveillance algorithmique, c'est pour qu'on soit en sécurité. La fameuse vidéoprotection.
Les Robocop qui paradent dans les rues aussi. L'IA, c'est pour sauver des vies ou pour nous protéger des terroristes. Côté écologie, l'IA, bien sûr, permettra de résoudre tous les problèmes que l'IA elle-même contribue à créer ou accentuer. Ce serait même anti-écolo que de ne pas investir en l'IA. Les discours sur la technique, c'est souvent du gros bluff. La singularité est proche, la fusion nucléaire va nous sauver, on va terraformer Mars, on trouvera bien une technique pour résoudre le problème des déchets nucléaires. Le techno-solutionnisme a par définition réponse à tout. L'un des gros bluffs du nucléaire est de nous faire croire qu'on va pouvoir garder notre rythme de croissance actuel et qu'on n'aura pas besoin de décroître. L'un des gros bluffs de l'IA est de nous faire croire qu'entre les grands modèles de langage et l'intelligence artificielle générale, il n'y a qu'un pas, de l'ordre de la transition de phase. Qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'intelligence d'une machine entraînée à une tâche bien spécifique et l'intelligence d'un être vivant. J'ai des problèmes de voix. Je ne pense pas que, comme Ellul, que la technique constitue un système en soi. Je suis encore moins d'accord avec Ellul lorsqu'il dit dans La technique ou l'enjeu du siècle qu'il est vain de déblatérer contre le capitalisme. Ce n'est pas lui qui crée ce monde, c'est la machine. Bon, bien sûr, ce n'est pas la faute au capitaliste, c'est la faute à la machine. Ceci dit, quelque part, tout ceci provient peut-être d'un changement de technique. Je m'explique. La technique est inhérente à l'espèce humaine. Elle n'est pas née à l'ère industrielle. L'être humain est un animal technique. Nos techniques structurent la société et changent son imaginaire. On appréhendera les êtres comme des machines à rouage mécanique, puis on pensera que la vie provient de l'électricité, que nos cerveaux fonctionnent comme des ordinateurs, qu'on vit dans une simulation informatique. Quelle a été l'une des premières grosses révolutions techniques qui a façonné nos imaginaires? L'agriculture. C'est probablement lorsqu'on s'est mis à élever des animaux et labourer des champs que s'est constitué le système patriarcal. Les femmes, autrefois vénérées pour leur capacité à produire la vie, sont devenues de simples champs à labourer, des ventres à ensemencer, par la semence mâle, celle qui contenait déjà les petits homoncules qui, au sein de ces ventres, deviendraient grands. Je ne rigole pas, c'est Aristote qui le pensait. Cette théorie a été très privée. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, c'est cette hypothèse, donc le fait que les bébés étaient déjà contenus dans le sperme des hommes et que le rôle procréatif de la femme se limite à celui d'un sac, que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert présente comme la plus crédible. Et encore de nos jours, finalement, le must du must, c'est de jouer à Prométhée, de parvenir à créer un être sentient autrement que par le processus naturel de l'enfantement. Il est impossible de penser correctement la technique, notre rapport à la technique, sans avoir en tête le système dans lequel elle a été développée depuis ces 10 000 dernières années, à savoir le patriarcat. Ou peut-être plus exactement, comme le suggère Olivier Gazalet dans cet excellent ouvrage que je vous ai mis à droite de la slide, le viriarcat. Ce système qui pousse les hommes à dominer les femmes, qui, elles, doivent sagement se laisser dominer, et qui pousse aussi les hommes à se dominer entre eux, seul le mâle alpha ayant droit au respect et aux femmes, qui traite de femmelettes, injure suprême. Quiconque ne veut pas dominer, ne veut pas se battre, fait montre de sensibilité ou d'empathie, qui nous pousse à aller toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort, pour ne pas être du côté des vaincus. Bah oui, parce que si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Ce système de psychopathes. C'est ce système capitaliste viriacal dans lequel nous sommes nés et avons grandi qui nous pousse à promouvoir un certain type de technique, un certain usage de la technique. Et tout particulièrement nous, les Occidentaux, qui fermons trop souvent les yeux sur l'autre face de la technique, son coût humain et écologique. Je vous ai mis une citation de Victor Hugo. Ces coûts, au début de la révolution industrielle, on les voyait bien. Des humains étaient littéralement écrasés par les machines. Pas très loin de chez soi, à l'usine, parfois un peu plus loin, dans les colonies. Au temps de Mary Wollstonecraft, le paysage s'est noirci de la fumée des usines.
le courant romantique est né de la nostalgie de ces paysages, de cette nature perdue. Puis on a délocalisé nos mines et nos usines, on a déplacé nos poubelles et nos atrocités ailleurs. Au Congo, par exemple, pour les mines de cobalt. Je vous ai mis une super conférence à ce sujet. Nous utilisons tous des objets qui contiennent du cobalt. La batterie de notre cigarette électronique, celle de notre smartphone, celle de votre bagnole. Et si ce n'est pas le cobalt ou le lithium, ce serait autre chose, le coton. Bien plus facile à tisser par les nouvelles machines que la laine, autant d'éludites. Pour la production et le traitement duquel on a esclavagisé tant de personnes, dont des femmes, toujours. De nos jours, ce sont toujours des femmes, souvent des femmes, les petites mains qui fabriquent nos merveilleux outils, les travailleuses du clic, les tutrices d'IA. Il y a beaucoup de travail humain derrière, beaucoup de travail féminin en particulier. Loin de nous libérer, l'IA est dans le prolongement des process d'automatisation et de fragmentation visant à enlever les compétences aux travailleuses et les rendre remplaçables à merci. Il serait peut-être temps de se demander pour qui, par qui, pourquoi sont faites les machines, et si on a vraiment besoin de tout ça, si ça en vaut vraiment le prix, humain et écologique. On pourrait trouver le sujet du libre un peu dérisoire face à tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, comme ça. Mais ce serait oublier que la révolution numérique tend à tout transformer en ordinateur. Les lave-linges, les frigos, les aspirateurs, les systèmes de surveillance de bébés, de la porte d'entrée, les bagnoles, les tracteurs. Même les composants d'ordinateurs deviennent des ordinateurs. Et pas que dans les pays riches. 70,3% de la population mondiale utilise désormais un téléphone mobile, dont 85% sont des smartphones. Les objets de notre quotidien nous échappent les uns après les autres, car qui dit ordinateur, pour l'instant, dit essentiellement machine sous verrou numérique propriétaire. Interdiction de les réparer soi-même, impossible dans le matériel logiciel, et de plus en plus difficile à contourner légalement. Le libre est devenu quelque chose de crucial pour reprendre le contrôle sur les machines. Alors, des écueils, il y en a de toutes sortes, à commencer par cette vision d'Internet, de la relation à l'ordinateur, à la technique fondamentalement élitiste, occidentale, verticale, qui est encore un peu trop souvent la norme dans les milieux informatiques. Il faut qu'on arrête avec les ordinateurs toujours plus puissants, les smartphones toujours plus smart, ce culte de la performance qui mène à l'extraction de toujours plus de ressources. Les libristes ne sont pas toujours à l'abri de ça. Il y en a même qui soutiennent des trucs comme le Bitcoin ou l'IA, qui voudraient définir une IA open source, voire une IA libre. À ce propos, de même qu'il faudrait éviter d'utiliser le terme open source pour désigner ce qui relève du libre, il faudrait éviter d'utiliser le terme intelligence pour ce qui n'en est pas, ou de regrouper sous le même nom d'IA des trucs qui sont extrêmement différents. Pour moi, l'IA, telle qu'on l'entend actuellement, est incompatible avec la notion du libre. Une boîte noire ne peut pas être compatible avec le libre. Pire, en ce moment, des projets libres perdent leur financement à cause de l'IA, parce qu'il faut financer l'IA. Et enfin, l'IA, ce n'est pas juste un chouette bidule à qui on peut poser des questions et qui nous répond parfois, souvent, un peu connement. Des gens sont privés d'eau ou d'électricité à l'autre bout de la planète à cause de ces conneries. À l'opposé, il y a les mouvements anti-industriels, eux aussi malheureusement trop souvent imbibés d'élitisme intellectuel, voire de sexisme et de transphobie. Et Lull lui-même, sur des sujets comme la pilule contraceptive, était loin d'être brillant. Car il ne faudrait pas être caricatural non plus dans cette histoire. La technique a également permis à certaines personnes de s'émanciper. Ce n'est pas pour rien si de nos jours, on peut un peu plus ouvrir nos gueules, nous, les femmes blanches occidentales, en attendant que ce soit peut-être le cas un jour pour toutes les autres. Et puis avant, il valait mieux ne pas avoir de gros problèmes de santé ou de dents. Avant, on se tapait la lessive à la main. En tout cas, nous, les femmes.
Être critique envers la technique, c'est marcher sur un fil. Que rejeter et jusqu'où rejeter? Quelles machines brisées? Quelles populations seront impactées par ces choix? N'oublions pas que si les ludites se sont révoltés, c'est avant tout pour garder leurs privilèges. Il nous faut faire mieux que ça. Le librisme, ça ne doit pas être une lutte de sachants barbus pour garder leurs privilèges sur leur machine de geek. Mais ça, je pense que ça commence à percoler dans les esprits, en particulier grâce à l'apport du féminisme et des personnes qui luttent pour l'inclusivité et l'accessibilité. Évidemment, l'attitude intégriste, on rejette tout, on casse tout, y compris les ordinateurs, est la plus simple idéologiquement. Mais c'est bien beau de tout casser, qu'est-ce qu'on met à la place? On ne peut pas détruire les machines, le système, sans réfléchir à ce qu'on veut mettre à la place. Si c'est pour se retrouver dans une société où les meufs seront une fois de plus en première ligne pour tout ce qui est gestion du quotidien, pendant que les mecs se taperont la discute dans leur hutte, moi j'en veux pas. Et n'allez pas me dire que les mecs n'ont pas le cerveau fait pour s'occuper de la lessive. Sinon, moi je milite pour le lave-linge à pédalier. Comme ça, les mecs pourront satisfaire leurs besoins de record de vitesse, tout en faisant quelque chose de vraiment utile pour la communauté. C'est un peu ce type de solution qu'imagine l'atelier paysan côté technique agricole, des machines réellement adaptées à nos besoins. Parce que trop souvent, c'est l'humain qui doit s'adapter à la machine. On rase des haies pour que les tracteurs puissent passer. On articule bien sagement pour se faire comprendre par les logiciels vocaux du téléphone. On adapte son comportement pour ne pas paraître suspect aux yeux de l'IA. Ça devrait être l'inverse. Les machines que l'on invente devraient être à notre service, conçues par nous, pour nous, avec le minimum d'impact écologique et humain. Il faudrait se demander de quelle technique on a vraiment besoin, comme les Amish, la religion et le patriarcat en moins. Pour cela, les machines devraient être pensées, élaborées en commun. Il faudrait pouvoir en consulter librement les plans, les codes, ne serait-ce que parce que sinon on ne sait pas vraiment ce que font vraiment les machines. Et puis avoir la possibilité de les modifier, de les partager, de les redistribuer librement. Le libre, finalement, c'est ce qui peut vraiment casser la technique telle qu'elle est pensée actuellement. Propriétaire, capitaliste, patriarcale. Cette technique qui nous envoie dans le mur, écologiquement et humainement parlant. Le libre est une condition absolument nécessaire de notre prise en main des machines et du système qui les a fabriquées. J'ai encore un peu de temps, tant pis pour vous. Je vais reprendre une analogie que j'aime bien. Pour l'anecdote, il paraît que c'est un des trucs que l'IA sait le moins bien faire, les analogies. Pour moi, les licences libres, c'est un beau bateau, un peu rafistolé par endroits, mais suffisamment robuste pour avoir tenu la route jusqu'ici. Et c'est pas rien d'avoir pu résister pendant 40 ans contre les attaques de toutes parts. Le mouvement du libre, c'est affirmer et lutter pour la liberté des utilisatrices, quelle qu'elle soit. C'est dire, voilà, vous êtes libre d'étudier, d'utiliser, de transformer, de redistribuer ce truc sous licence libre. Ça peut être du code, mais ça peut être aussi un plan, une œuvre graphique ou littéraire, un article de blog. Vous avez même la liberté de le vendre. Je dis même qu'on pourrait être tenté, quand on a une sensibilité un peu de gauche, d'interdire ça. Ou d'interdire à l'usage à les fins militaires, ou de limiter l'usage à des fins éthiques, anticapitalistes, anards. Moi, par exemple, je préférerais qu'on ne puisse utiliser les trucs, livres, plans, logiciels, qu'à des fins féministes. Le problème, c'est que c'est très difficile à définir clairement une restriction d'usage. C'est quoi une fin militaire? Est-ce qu'on veut également interdire des fins de défense ou de résistance? D'autant qu'en général, ce ne sont pas les grosses entreprises avec leur armée d'avocats qui vont être empêchées d'utiliser votre truc, mais bien plutôt les personnes qui en auraient vraiment besoin. Le libre n'est qu'un bateau simple mais robuste. Si on commence à vouloir lui rajouter tout plein de trucs incompatibles entre eux, à trop charger la barque, ça va finir par ressembler au monstre de Frankenstein. Ça va nous échapper. Le libre est un instrument crucial pour changer le système, et s'il l'est, c'est aussi parce qu'il véhicule des concepts suffisamment simples et universels pour rassembler suffisamment de gens de tous bords. On ne change pas le monde tout seul. On n'est déjà pas beaucoup dans le libre. Si on ne s'entend pas sur des licences robustes, sur des fils communs qu'on puisse tisser ensemble, on est mort. Dernier fil et après j'arrête.
C'est la philosophie du libre qui donne sa direction au bateau. Il serait peut-être temps de se la réapproprier, d'en faire un vrai commun. Mais il faudrait faire attention, ce faisant, à ne pas faire de trous dans la coque du bateau. Parce que si on commence à toucher à l'usage, les licences trolls vont sabrer le champagne. En revanche, peut-être que tout ensemble, on pourra tisser une voile qui nous permettra de diriger un peu plus clairement le bateau. Tout en gardant à l'esprit que le libre, c'est très bien, c'est absolument nécessaire, mais ça ne suffit pas. C'est un peu ça que je veux dire quand je dis qu'il ne faut pas trop charger la barque du libre. Pour moi, le libre est un chouette bateau qui nous donne la liberté de faire plein de trucs. Écolo, éthique, féministe, anard. Mais ça, c'est pas le libre. C'est juste ce que permet le libre. Ne lui mettons pas tout sur le dos. C'est à nous de constituer des structures, des communautés pour utiliser le libre de façon éthique, anticapitaliste, féministe, écologique. Pas au libre de nous dicter ce que l'on doit faire ou de nous interdire des usages. Ça serait bien trop dangereux. Je vais m'arrêter là. Je suis désolée pour les problèmes de voix, là, j'ai trop parlé ce matin. Un tout petit peu de temps pour les questions ou pas du tout? Oui? Non? Est-ce qu'il y a des questions? Non, je vous ai tous endormis. Vous avez même le droit à des remarques, hein, même si ça commence pas par... ça ne termine pas par un point d'interrogation. Bah, vu qu'on a droit à des remarques, je vais en faire une juste pour dire que c'était brillant et que je vois rarement des présentations qui énumèrent autant de points tellement différents avec lesquels je suis 100% aligné. Et merci. Voilà. Mais du coup, c'est tellement que j'ai pas trop de questions parce que voilà. Allez, n'ayez pas peur. Il y a bien une question, non? Ah, pardon, j'ai oublié. Les références. C'est le temps de parler des références, si vous n'avez rien à dire de plus. Romantic Outlaws, c'est vraiment super pour... justement, ça parle de Mary Wollstonecraft et de Mary Shelley. Enfin, c'est vraiment un super ouvrage. Donc, Olivia Gazalet, je l'ai cité tout à l'heure. In Byron's Wake, ça c'est autour de la vie d'Ada, en fait. d'Ada Lovelace et de sa mère. Je vous conseille vraiment sur l'IA, lisez Mélanie Mitchell. Alors, je ne sais pas si ça existe en français, mais alors, si vous voulez vraiment avoir l'historique autour de l'IA, voilà, lisez ce bouquin. Ça vous changera du bullshit actuel. Machine in Flames, donc le documentaire sur le clodo. Blood in the Machine, alors ça c'est un super ouvrage sur les Ludites qui est assez récent et vraiment très intéressant. Bon, il y a un seul chapitre sur les femmes, mais bon. La conférence de David Manda Kitoko sur ce qui se passe au Congo, vraiment. Alors attention, c'est assez violent, mais ça décrit vraiment la situation actuelle au Congo et ça vous fait comprendre voilà, ce que coûte un téléphone portable. Feminism in Programming Language Design, donc c'était la chercheuse donc, qui est là aussi un chouette article à lire autour du féminisme donc, en informatique et plus généralement en sciences. Le podcast Tech Won't Save Us est très bien aussi. Oui. Ah. Ouais, vas-y. Non, ouais, du coup, donc moi, juste pour le contexte, j'ai travaillé pendant un peu moins de 10 ans dans l'IA
Et justement, j'ai quitté ce domaine pour toutes les raisons que tu as énumérées. Il y a peut-être juste un truc, c'est le fait qu'on pourrait quand même imaginer une... Alors, il faut dissocier déjà IA en général et les LLM qui ont vraiment quand même changé beaucoup la donne, parce qu'en fait, ils ont aussi rendu, et c'est dans le contexte d'aujourd'hui, c'est important, le fait de pouvoir le faire dans son garage avec juste une carte graphique impossible. C'est qu'avant, il y a même pas, je dirais il y a 3-4 ans, on pouvait encore faire des choses très très bien. Notamment, moi je travaillais dans la vision par ordinateur, on pouvait vraiment faire des trucs très très bien qui s'approchaient de l'état de l'art avec une machine simple. Il fallait un bon GPU, mais c'était pas non plus inatteignable. Les LLM, ils ont rompu ce dernier rempart en fait. C'est que maintenant, en fait, c'est vraiment difficile de faire quelque chose et de maîtriser tous les points en dehors du côté données et de le faire tourner soi-même. Et ça a vraiment tout cassé. Et c'est vrai qu'il y a une micro-lutte à faire sans aller jusqu'au fond de remettre en question le fait même d'apprendre des données. Mais c'est que j'imagine qu'on pourrait imaginer des cas d'usage où l'apprentissage statistique continuerait à avoir un intérêt un peu low-tech. Mais pour ça, il faudrait quand même continuer à pouvoir entraîner des petits algorithmes avec moins de données, moins de ressources, etc. Et ça a mais la question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin aussi, enfin, certes, ouais. Parfois, ça nous simplifie des tâches, mais on perd aussi des choses avec ça. Enfin, moi, je suis toujours pas convaincu en fait que ça soit vraiment quelque chose dont on ait juste besoin. Quoi. Enfin. Je suis d'accord avec ça, mais je pense que c'est comme tout, c'est qu'on peut quand même trouver certains cas d'usage, notamment dans le médical. Oui. Wow, le truc, il existe, alors il faut lui trouver des utilités. Quoi. Enfin, c'est un peu à l'envers de ce qu'il faudrait faire. Quoi. Rapide. Non, pour répondre, moi je n'étais pas là au début, donc il y a quand même des cas d'usage intéressants, non pas de LLM, mais de machine learning sur de l'embarqué. Et ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et nous on applique aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup parce que tout le monde parle de LLM, parce que c'est branchouille, on va dire. Mais là, c'est des vrais cas d'usage, des vrais trucs qui fonctionnent et qui rappellent un peu ce que moi j'ai fait autrefois dans les années 80 avec les systèmes experts et les moteurs d'inférence. Ouais, mais c'est important d'avoir toujours aussi en tête le coût écologique derrière. Enfin, ben, pas tant que ça, parce que là, on entraîne sur des modèles locaux, les modèles locaux. Ouais, tu as compté le matériel, tu as compté... Ouais, ben, je sais pas si tu connais Pyronir, c'est une boîte qui fait de la détection de feux de forêt, qui s'entraîne sur des modèles open, qui sont des photos gratuites, qui sont disponibles sur Internet, et ça tourne sur des Raspberry Pi en local. Et ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est un bon cas d'usage et qui coûte pas très cher, quoi. Oui. Non, mais c'est bien, parce que avec l'IA, donc on réchauffe le climat, il y a plus de feux de forêt, et du coup, maintenant, on peut les détecter. C'est cool. Ça, mais oui, ça c'est un autre sujet. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête. Merci.